le pupitre, ça fait trop sérieux. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs les intervenants. Je suis ravi de vous accueillir à la Chambre de commerce d'Ille-et-Vilaine au nom d'Emmanuel Tonnier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Cabanis, en charge de la création-transmission dans l'équipe de la CCI. J'ai des mots qu'il ne faut pas que j'oublie, donc je rejette un petit coup d'œil dans ce que m'a préparé Isabelle, ce qui me permet de vous rappeler qu'Isabelle Granger travaille avec nous sur le sujet de la transmission d'entreprise depuis maintenant plus de 10 ans. Donc une véritable connaissance, une véritable expérience, une véritable maillage du territoire. Et je pense que s'il y a un mot à dire, il ne faut pas hésiter. Quand on a des projets de création, des projets de transmission, des projets de rachat, des projets de croissance externe, à vous rapprocher des équipes autour d'Isabelle, parce qu'elle a une vraie connaissance de tout le tissu, une vraie connaissance de tous les pièges à éviter dans ce long parcours qu'est la transmission, la reprise ou la création d'entreprise. Ce soir, on va, comme 4 fois par an, 5 fois par an, parler de ce sujet autour de nos partenaires qui nous accompagnent à chaque fois pour animer ces soirées, le syndicat Sinextrans, l'ordre des avocats des barreaux de Rennes, mais aussi les experts comptables de Bretagne, la Chambre départementale des notaires et l'Association des conseils de gestion de patrimoine et de fusion-acquisition Anacofi. Voilà. Alors, hier, à l'Assemblée générale de la CCI d'Ille-et-Vilaine, on a voté notre projet d'entreprise. D'accord ? Donc, il fait toujours une grande part à cet axe création, transmission, reprise. Chaque année, la Chambre de commerce accompagne 650 créateurs, dont environ 150 repreneurs. Et un des sujets importants qu'on a mis en avant pour cette nouvelle équipe, c'est la croissance externe. C'est-à-dire comment faire en sorte d'aider les entrepreneurs du territoire à utiliser ce levier qu'est la croissance externe pour accélérer leur développement et avec toujours comme leitmotiv de garder sur le territoire un maximum de centres de décision. Voilà. J'ai aussi envie de dire qu'il y a maintenant un mois, on avait fait le salon Entreprendre dans l'Ouest où il y a eu 8500 personnes qui sont venues parler, écouter et discuter autour de l'entrepreneuriat. Alors pour ceux qui connaissent, pendant 20 ans, ce salon s'appelait les Journées régionales de la création et reprise d'entreprise. On a volontairement changé ce nom pour se rapprocher de tous les entrepreneurs du territoire et maintenant ce salon s'appelle Entreprendre dans l'Ouest. Donc c'est trop tard pour cette année, mais l'année prochaine, on va le refaire. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. Je passe la parole à Félix Jolivet, l'animateur de ce soir, et qui va nous présenter ses intervenants. Merci à tous. Bonsoir. Alors nous avons un programme assez dense, donc je veux juste présenter le Sinextrans, qui est le syndicat des cabinets de rapprochement et fusion-acquisition dans l'Ouest. On travaille depuis près de 25 ans sur des animations, sur des opérations de cession, acquisition. Donc vous avez un site, vous pouvez vous y rendre pour voir tous les cabinets présents sur le Grand Ouest. Alors interviennent ce soir Mathieu Perret, avocat, Olivier Leclerc, conseil en transmission d'entreprise et gestion de patrimoine, et Rodolphe Viel. Bonsoir. Expert comptable, avocat et conseil. Alors, on a pris le risque, on a voulu prendre ce risque de parler de la fiscalité de 2018. Déjà, de parler de la fiscalité, c'est difficile, mais se projeter à 2018, c'est encore plus compliqué puisqu'il nous reste encore quelques jours pour que nos chers députés nous changent, nous corrigent les règles. Mais vous allez voir, les principaux points sont déjà arrêtés. Alors, on a des bonnes nouvelles. On n'est pas dans la configuration de 2013 où le ciel nous tombait sur la tête. Et on a quand même, bonne nouvelle aussi, vous aurez besoin d'anticiper, ça on le dit depuis des années, anticiper une transmission, anticiper une reprise, ça ne change pas. Et vous aurez également, bonne nouvelle, à travailler avec vos conseils, parce que vous allez voir que la simplification, il paraît qu'il y avait un ministère
qui avait été créé pour faire de la simplification. Le ministre a démissionné, mais la simplification n'est pas arrivée. Donc, nous sommes bien dans un environnement compliqué et où on a beaucoup d'arbitrage. Alors, on va démarrer tout de suite. Nous nous positionnons en réflexion de session. Nous avons des interrogations par rapport à la distribution de dividendes, à la présence de trésorerie. Je suis vendeur. Qu'est-ce que je fais? Comment je réfléchis? Est-ce que je vends un coupon attaché? Est-ce que je vends toute ma trésorerie? Je suis repreneur. J'achète une cible avec une trésorerie excédentaire ou parfois pléthorique. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je négocie? Par rapport à la fiscalité, on va voir déjà quel point de base. Il y a d'inscrits en général ici un tiers de repreneurs, un tiers de cédants, un tiers de conseils, banquiers et avocats. Donc, au fur et à mesure des questionnements, vous pourrez aussi nous poser des questions ou des réflexions pertinentes. Alors, Rodolphe, oui. Est-ce que vous pourriez mettre vos portables en vibreur, s'il vous plaît? C'est une petite précaution d'usage. Et on voulait vous alerter, il y a des tableaux, donc n'hésitez pas à avancer. Les gens au fond, vous pouvez aller sur les côtés pour être plus près du tableau, parce que tout à l'heure, il y aura des beaux tableaux. Excusez-moi pour l'interruption. Alors, Rodolphe, on est dans une précession et en excédant, on se demande ce que l'on va faire de nos dividendes et dans les réflexions, toujours précession. Tout à fait. Donc, comme Félix le disait, effectivement, quand on est dans une précession et qu'on a le but de vendre son entreprise dans les mois, les années à venir, je dirais plutôt les années à venir, puisque une cession ne se prépare pas 6 mois avant un départ en retraite, mais ça se prépare quelques années. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire au moins 5 ans à l'avance, avec un minimum de 3 ans, et on va y revenir plus tard. S'approprier le résultat de son entreprise, ça se fait tout au cours de la vie de son entreprise, mais ça se prépare aussi parce que les résultats qu'on a laissés tout au long de la vie de l'entreprise dans les capitaux propres, à un moment, il va quand même falloir les récupérer. Soit effectivement sous forme de dividendes et on se distribue les réserves avant de vendre l'entreprise, soit on récupère ces résultats qu'on a laissés dans les capitaux propres au moment où on vend son entreprise, puisqu'on la valorise du fait de capitaux propres élevés. L'année 2013 a changé beaucoup de choses, principalement pour les gérants majoritaires de SRL, puisqu'on a vu effectivement les dividendes soumis aux charges sociales et donc cotisations sociales versées au RSI. Ce qui n'était pas le cas avant. Tout à fait. On prenait notre rémunération de gérant et on se disait, j'arbitre, je prends du dividende à X% de fiscalité. Exactement. Ou je prends de la rémunération de gérant. Tout à fait. On avait, comme c'est le cas aujourd'hui pour les dirigeants qui sont en SAS, on avait des dividendes qui n'étaient pas soumis aux charges sociales, uniquement impôts sur le revenu, prélèvements sociaux. Depuis 2013, pour les gérants de SARL, comme c'était le cas déjà depuis longtemps pour les gérants de CELARL, on a des dividendes soumis effectivement aux cotisations sociales auprès du RSI. Dans une certaine mesure, puisqu'il y a des histoires de plafonnement après, déjà en fonction des rémunérations qui pouvaient être prises, mais on ne va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. Mais il y a quand même cette différence depuis 2013 sur cette distribution de résultats sur les dividendes. S'approprier le résultat avant cession, pourquoi? Je dirais la première chose, c'est peut-être se dire on a en face de nous un acheteur qui va peut-être pas trouver le financement pour acheter l'entreprise, donc baisser un peu la valeur en limitant nos capitaux propres et s'approprier déjà le résultat. C'est aussi la question de se dire, mais si je diminue mes capitaux propres par une distribution de dividendes, quelle va être ma fiscalité effectivement? Parce que là, on va payer plein pot effectivement sur les dividendes et en fiscalité et en charges sociales. D'où l'intérêt de se poser effectivement la question sur cette distribution de dividendes, surtout que quand on est en gérant majoritaire dans une TMI, donc une tranche marginale d'imposition élevée, quand on est sur les tranches à 41, 45, effectivement, on a un impact qui est quand même non négligeable en termes de fiscalité. Donc c'est vrai qu'à la veille de 2018 et puis des lois de finances qu'on nous annonce qui devraient être votées et qui peuvent encore bouger d'ici la fin de l'année, on est en droit de se poser la question, effectivement, je vends mon entreprise, j'ai une trésorerie excédentaire dans l'entreprise,
comment je me l'approprie. Est-ce que c'est dividende? Est-ce que c'est cession de titre? On a des fiscalités qui sont différentes et ça va bouger effectivement, comme on va le voir derrière avec mes collègues sur des exemples très chiffrés. La fiscalité va bouger effectivement sur les dividendes et cession de titres. Alors vous dire ce qu'il faut faire, je dirais que chaque cas est particulier. Je ne suis pas là pour vous dire aujourd'hui il faut mieux prendre ces dividendes et puis on laisse vraiment la trésorerie minimum dans l'entreprise et on s'approprie sous forme de dividendes. Je ne veux pas vous dire non plus, au contraire, laissons la trésorerie dans l'entreprise et puis on va s'approprier plutôt un prix de vente et donc une plus-value sur les cessions de titres. En fonction de votre fiscalité au niveau du foyer fiscal, en fonction du repreneur que vous pouvez avoir en face de vous aussi, chaque cas va être particulier et ça peut être effectivement un mix aussi entre les deux. Mais j'insiste bien, et je le dis toujours à tous mes clients, chaque cas particulier, c'est pas parce que vous avez un ami qui a vendu son entreprise et qui lui a pompé la trésorerie sous forme de dividende, que dans votre cas, c'est ce qu'il faut faire aussi. Là, je vous retourne effectivement le bon conseil, c'est que allez voir votre avocat fiscaliste, allez voir votre expert comptable. Il y a des études chiffrées à faire parce que l'impact est vraiment important. On le verra dans les tableaux, on peut avoir des écarts en termes d'impôts, de prélèvements sociaux et de charges sociales vraiment élevés. Alors, avant de passer, on est dans le cas type de situation. On trouve beaucoup de cessions avec des trésoreries dites pléthoriques. Le problème, on posera peut-être la question, Vantier voudra peut-être intervenir ultérieurement, mais acheter de la trésorerie pour la remonter dans votre holding, tout ça c'est faisable. La discussion qui doit être entamée, c'est quand on gère des trésoreries pléthoriques, on ne se soucie pas des BFR. Et de ce fait, le cédant n'a plus la bonne visibilité de ses besoins en fonds de roulement. Donc, il est de votre travail de repreneur de dire ou de comprendre ou de faire comprendre au cédant que pour faire fonctionner cette entreprise, le besoin en fonds de roulement, par exemple, est de 200 000 euros. D'où ma trésorerie distribuable n'est plus de 1 million, mais elle est de 800 000, puisque j'ai un BFR qui existe. Et donc, moi, acquéreur, je ne vais reprendre en supplément de prix que 800 000. Donc, c'est effectivement un travail qu'il y a à faire côté acquéreur, et c'est un travail qu'il y a à anticiper côté cédant. Toute la trésorerie que vous laissez, elle a bien jusqu'à présent alimenté, à un moment ou à un autre, le fonctionnement. Et si vous êtes en surplus de trésorerie, c'est que vous ne l'avez pas distribué et que vous avez voulu faire justement des économies fiscales avant cession. Alors on a le cas de plus en plus. Moi j'ai quelques clients là qui préparent leur transmission d'entreprise. Et avec les charges sociales qui sont arrivées en 2013 sur les dividendes, moi j'ai pas mal de clients qui depuis 2013 ont arrêté de distribuer du dividende. Sauf qu'aujourd'hui on se retrouve avec des trésoreries excessives, on se retrouve avec des capitaux propres excessifs, et quand on est à 5-6 ans de la retraite, on se dit comment je gère effectivement cette trésorerie excessive. Moi j'ai un dossier, on doit avoir 500 000 euros. Une fois qu'on a financé le besoin en fonds de roulement, on a plus de 500 000 euros de trésorerie dans l'entreprise dont on n'a pas besoin. Mais comment est-ce qu'on les sort d'ici 5-6 ans quand le chef d'entreprise va vendre effectivement son entreprise? Donc ça, c'est un travail de préparation côté cédant et c'est un travail d'appréhension côté acquéreur de ce système. Alors, on se dit bonne nouvelle, le 30% arrive, la flat tax ou le PFU arrive. Donc, je vais raisonner en disant quand je distribue 100, j'en ai 70, il y a 30 qui partent en prélèvement. Donc, c'est simple, c'est assez facile à calculer quand même. Pour ça, Bercy nous a épargnés. Et, la simplification dont tu parlais, elle est là. La simplification, elle est là. Non, mais ça, on est d'accord. On va voir qu'après, ça se complique. Effectivement, on était sur le terme anglo-saxon, on parle anglo-saxon de flat tax, mais ou en bon français de prélèvement forfaitaire unique. On est sur un taux de 30% qui effectivement se différencie entre l'impôt sur le revenu à 12,8 et les prélèvements sociaux à 17,2. Donc, ça va être, je dirais, l'habitude, ce sera le 30%.
la flat tax. On aura toujours, par contre, en 2018, une option possible pour le barème progressif. C'est le système qu'on a aujourd'hui, effectivement, en 2017, où vos dividendes, etc., sont soumis au barème progressif. Donc, ils viennent s'ajouter à vos autres revenus et ils sont imposés dans votre tranche marginale d'imposition. On aura toujours donc cette option possible au barème et, dans ce cas-là, notre abattement de 40%. Face à des revenus élevés, effectivement, les calculs qu'on peut faire, et ça ressort dans, je dirais, 90-95% des cas, quand on est sur une tranche marginale d'imposition dans les tranches à 41-45, on se rend compte que souvent, effectivement, le taux de PFU peut sembler effectivement très intéressant. Mais par contre, pour un gérant majoritaire qui serait avec une TMI, donc une tranche marginale d'imposition inférieure, donc 14, 5,5, etc., on aurait plutôt intérêt à revenir sur le barème progressif. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais depuis le début. Chaque cas est particulier, en fonction de votre imposition, en fonction des montants aussi, on a vraiment un calcul à définir par personne et par foyer fiscal, puisqu'on prend effectivement l'intégralité des foyers, des revenus du foyer. Donc, alors après, le calcul se complique. Ça se complique parce qu'effectivement, la simplification, tout compte fait, n'est pas là. Et on se rend compte qu'effectivement, dans nos prélèvements sociaux, on a de la CSG. Et dans la CSG, on a une partie qui est déductible, une partie qui n'est pas déductible. Et quand vous opterez effectivement, quand vous serez sur le PFU, à 30%, eh bien, la partie qui avant était déductible de CSG ne le sera plus. Ça, on en est sûr. A priori, ça ne va pas bouger. C'est bien ça. On est d'accord là-dessus. Et l'impact peut effectivement être non négligeable, puisque de mémoire, on est sur un taux à 6,8 de CSG déductible. Et avec cet abattement, enfin ce taux d'imposition de 30%, la CSG ne sera plus déductible de vos revenus l'année suivante. Donc quand on est sur des transmissions à des montants élevés, soit de dividendes qu'on se rapproprie, qu'on se distribue, soit des cessions importantes qui peuvent porter sur plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros sur des cessions d'entreprise et des cessions de titres, 6,8, c'est pas négligeable quand ça peut venir en diminution de notre revenu imposable de l'année suivante. D'accord. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Si Mathieu ou Olivier, vous voulez compléter, mais... Oui, c'est clairement la mauvaise nouvelle, parce qu'en plus, bon, ce que disait Rodolphe, c'est qu'il faut savoir que l'option, elle doit être la renonciation au prélèvement forfaitaire, elle doit être globale. Donc il faudra prendre en considération tous les autres revenus et toutes les incidences que ça peut avoir en matière de plus-value, parce que d'autres revenus seront concernés par le prélèvement forfaitaire unique. Donc ça va demander une gymnastique colossale. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont absolument rien changé sur les contributions, les cotisations sociales qu'on demande aux gérants majoritaires. Donc quand on a annoncé un taux soi-disant unique simplificateur de 30%, c'est vrai pour le dividende lambda perçu par un associé minoritaire, ça ne sera pas le cas pour l'associé majoritaire, parce que à travers la flat tax, c'est deux contributions, c'est l'impôt sur le revenu, le prélèvement forfaitaire unique à 12,8%, et les contributions sociales qui seront soit à 17,2% pour les revenus de placement, soit les contributions RSI et autres pour les gérants majoritaires. Donc quand vous êtes gérant SARL, pour le social, vous donnez deux fois, en fait. En résumé, c'est bien résumé. Voilà. Je résume, mais c'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Après dans les... Mais comme avant. Comme en 2017. Oui, non. Aujourd'hui, effectivement, quand on distribue des dividendes aujourd'hui d'un gérant majoritaire, il va payer son RSI sur ses dividendes. Et en termes d'impôt sur le revenu, après aujourd'hui, ces dividendes rentrent dans ses revenus imposables avec l'abattement de 40% aujourd'hui, tout à fait. Mais donc demain, on aura toujours... Mais on avait de la CSG déductible. On avait la cotisation sociale généralisée. Déductible. Donc c'est ça qu'on perd dans l'aller-retour, dans la flat tax. Voilà. Et je dirais le choix que vous faites, il est considérable parce que, comme le disait Mathieu, c'est je choisis la flat tax ou je choisis le barème impôt progressif et je ne peux pas, si vous voulez, mixer les deux. Clairement, si je choisis de prendre des dividendes et que j'opte pour la flat tax et que la même année, on verra tout à l'heure, je vends mes titres, je suis flat tax aussi. Donc ça a des lourdes conséquences quand même. On ne choisit pas le mode d'imposition en fonction du produit qu'on a, quoi.
Donc ne restez pas sur de l'analyse faciale du 30% faiseur de miracles. Il faut derrière arbitrer ses choix. Tout à fait. Donc entre l'application de la flat tax ou faire l'option, puisque ça, ce sera le principe, ou l'option pour le barème progressif, là, il faut aligner les chiffres et puis faire le calcul en fonction du montant des dividendes et puis en fonction des plus-values si on encadre de cession de titres. Sur ce slide, là, Rodolphe, on a déjà abordé ces points. Oui. Et la transition se fait effectivement 50-65 pour introduire le débat de Mathieu, c'est ça? L'idée, c'est effectivement de se dire, certains feront le choix de faire de la distribution de dividendes avant de céder leur titre de société, ou bien de maintenir la trésorerie dans l'entreprise et plutôt de céder les titres avec derrière une fiscalité sur la plus-value de cession de titres. Ça, c'est à voir effectivement en fonction de la fiscalité, mais comme je le disais en début aussi, c'est en fonction du repreneur qu'on a en face de nous et peut-être aussi en fonction du banquier. Là, on sera peut-être intéressé d'avoir l'avis de banquiers puisque certains sont dans la salle. Comment eux peuvent voir aussi derrière une cession d'entreprise et qu'est-ce qu'ils sont prêts à financer? Est-ce que le banquier est prêt à financer 800 000 euros pour acheter 800 000 euros de trésorerie excédentaire, comme le disait Félix tout à l'heure? Derrière, on a toujours, effectivement, on va y revenir tout à l'heure, mais effectivement sur la durée de détention des titres et les abattements qui s'y attachent. Aujourd'hui, on a différents abattements en fonction de la durée de détention des titres, qui sont des abattements de 50, 65 ou 85%, qui peuvent effectivement favoriser l'option de maintenir la trésorerie dans l'entreprise et plutôt de faire de la plus-value sur les titres. Ce que je disais ensuite, c'était du point de vue de l'acheteur, effectivement, faire l'acquisition d'une structure un peu plus chère, mais conserver de la trésorerie, ou effectivement, on se dit, je préfère moins m'endetter et garder simplement, comme le disait très justement Félix, uniquement le fonds de roulement dont on a besoin pour le cycle d'exploitation de l'entreprise. Et ça, c'est effectivement intéressant comme analyse, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'endetter pour financer une trésorerie qui est excédentaire, même si effectivement on peut la remonter dans sa holding, quitte à rembourser derrière ou financer autre chose. Mais là, je pense que quand on monte un dossier de financement pour un rachat d'entreprise, on a intérêt aussi de travailler sur un dossier avec le banquier. Et quand on vend son entreprise, c'est aussi intéressant d'avoir comme conseil son banquier qui, lui, peut financer demain un acheteur. Parfait. C'est bon. Donc ce sera mon tour maintenant concernant l'arbitrage sur les cessions d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne nouvelle, le combat des pigeons a payé puisqu'on maintient les anciens dispositifs que l'on connaît aujourd'hui, qu'on connaîtra demain, à savoir l'abattement pour durée de détention. Le gros avantage de ces abattements, c'est que facialement, maintenant, les plus-values sont imposées au barème progressif, donc on rentre sur sa déclaration d'impôt. Mais on pouvait bénéficier d'abattements, deux modes d'abattement, un abattement de droit commun qui pouvait aller jusqu'à 65% d'abattement si on avait détenu les titres depuis plus de 8 ans. Et puis un abattement renforcé en faveur des PME et des PME assez jeunes pour les gens qui étaient rentrés dans une PME qui avait moins de 10 ans et qui la vendent. Ces derniers peuvent, au bout de 8 ans, bénéficier de 85% d'abattement pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pas les contributions sociales. Ce dispositif est maintenu. Le deuxième dispositif, qui était vraiment un dispositif cher aux pigeons, c'était le départ à la retraite. L'abattement de 500 000 euros, vous partez à la retraite. Si votre plus-value représente moins de 500 000 euros, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu. Elle ne rentre pas dans le calcul du barème progressif. Donc ça, c'est maintenu. C'est maintenu, on introduit en plus la fameuse flat tax, concept commun à beaucoup de modes d'imposition, donc les dividendes, mais aussi les plus-values. Donc c'est aussi possible d'aller chercher la flat tax. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les dispositifs anciens sont maintenus concernant les abattements avec quelques aménagements et pas forcément complètement favorables. On verra l'exemple tout à l'heure, notamment concernant le départ à la retraite. Aujourd'hui, quand on partait à la retraite, on pouvait avoir l'abattement de 500 000 euros et puis on pouvait aller chercher pour l'excédent, qui n'aurait pas pu être exonéré, l'abattement renforcé de 85%. Et bien, la mauvaise nouvelle, c'est que les gens qui vont vendre au 1er janvier 2018 n'auront que l'abattement de 500 000 euros
ils n'auront pas d'abattement renforcé pour les dirigeants qui partent à la retraite. Donc, si vous partez à la retraite, dépêchez-vous de vendre avant le 31/12/2017. C'est un conseil. Vous verrez un peu l'impact après. Mais bon, voilà. Rapprochez-vous très vite de vos conseils et de votre acquéreur. Ça, ce sont les modifications pour l'instant annoncées. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on nous avait donné un objectif de visibilité et de simplification. Je me permets de le remettre en doute. Premièrement, ça va demander des arbitrages fiscaux assez complexes, puisqu'il va falloir prendre en considération vos dividendes et vos plus-values, savoir si vous renoncez au prélèvement forfaitaire unique ou pas. On n'a pas encore une bonne vision des contraintes déclaratives, parce que alors là, je ne sais pas trop comment on va faire notre tambour pour faire les calculs. Et puis, le troisième effet quand même, qui est un peu un effet induit et qu'on n'a pas bien expliqué aux gens, c'est le fameux impact de la CSG non déductible. Alors, sur un dividende de 5 000 € à l'année, ça peut aller, et sur une vente d'entreprise, 6,8% de la plus-value de non déductible, ça peut représenter quelques euros. Donc ça, il faut le savoir. Donc dire que c'est une simplification, s'agissant des plus-values, j'y crois pas. Bon. Maintenant, on a essayé, alors c'est un peu petit, mais vous pourrez aller les consulter après. On a appliqué les différents dispositifs, et le code, c'est que ce qui est en vert, ça démontre l'intérêt de conserver le régime du barème. Tout le reste, on va pouvoir aller sur le prélèvement forfaitaire unique de 30%. Pour bien comprendre, au moins on ne va pas tirer sur l'ambulance. Bercy, ils nous ont dit, vous allez pouvoir garder ce qui existe aujourd'hui ou prendre la flat tax à 30%, oui, et vous jugerez ce qui est le plus intéressant pour vous. Exactement. Ils n'auraient pas fait ça, on aurait dit oui. Hein, on aurait dit levé de bouclier, c'est évident. Levé de bouclier. Donc, déjà sur le principe, on a cette possibilité, ça c'est l'autre bonne nouvelle, on a cette possibilité d'arbitrage. Donc là, Mathieu repart de ce qui existe aujourd'hui, voilà, pour avancer. On reprend les différents dispositifs. Donc les premiers tableaux, que vous verrez, on ne va pas revenir dessus, c'est 2017. On explique les différents impacts. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le taux effectif. Lorsque vous avez... Chaque colonne vous indique le taux marginal d'imposition, 0, 14, 30, 41, 45, qui sont les taux. Quand vous avez un abattement dessus, selon le pourcentage d'abattement, ça vous donne un taux effectif, on va dire, d'imposition à l'impôt sur le revenu. Celui-ci, il va varier, parce que le prélèvement forfaitaire unique, c'est un seul taux. L'impôt sur le revenu, au barème, on voit qu'il y a plusieurs variables. Après, vous avez la deuxième composante de l'impôt, qui est la contribution sociale, les contributions sociales. Celle-ci, c'est le même taux, c'est 17,2 dans tous les cas. Sauf qu'on perd, voilà, c'est la deuxième partie du tableau, c'est le deuxième bloc. Sauf qu'on perd le côté CSG déductible lorsqu'on va sur le régime de la flat tax. Bon, donc déjà, il peut y avoir une conséquence. C'est les petits carrés orange. Et puis enfin, il y a la troisième contribution sur les revenus qui, elle, est maintenue. Donc il ne se passe rien, il n'y a pas de différence selon qu'on est au barème ou à la flat tax. Donc ça, c'est la situation 2017. Donc demain, quand vous aurez ce tableau-là, si vous voulez être performant et intelligent en matière de fiscalité, il vous suffit d'additionner ces deux colonnes, celle-ci, et vous avez votre taux d'imposition. Voilà. Donc on a travaillé pour vous, pour que ce soit déjà simple dans un premier temps. 2018, vous voyez, ça se complique, il y a du rouge en plus. En gros, 2018, donc, maintenant c'est l'arrivée du prélèvement forfaitaire unique, qu'on voit à droite du tableau, et puis vous avez toujours le système du barème. Alors, ce qu'on a mis en évidence, ce qui est en rouge, ça nous démontre qu'il faut aller sur le terrain de la flat tax. Un exemple, vous êtes imposé à 40%, vous êtes à la tranche à 40%, pardon, et vous vendez les titres que vous avez depuis un an. Vous faites une plus-value dessus, vous n'avez pas d'abattement. Il est évident que pour l'impôt sur le revenu, il vaut mieux aller chercher le prélèvement forfaitaire unique de 12,8% plutôt que de supporter 41% sur la plus-value. À l'inverse, vous êtes à une tranche même à 45, mais vous avez le droit aux abattements renforcés de 85%. Et bien à 85% de 45, ça fait un taux effectif de 6,75. Il est assurément plus intéressant d'aller chercher l'imposition au barème progressif que de supporter le prélèvement forfaitaire unique de 12,8. Donc, pour comprendre, j'ai 6,75 plus 12,8. Non, j'ai 6,75 si j'ai pour le barème, ou j'ai 12,8. Pardon. Voilà. Par contre, plus la CSG de 17,2, sachant que je peux déduire 6,8% de cette CSG si je reste au barème progressif.
vous prendrez les tableaux en fonction de votre cas, la lecture est assez simple. Maintenant, on a voulu faire des cas pratiques. Ça va être beaucoup plus parlant. Cas pratiques qu'on essayait d'être représentatifs de certaines situations. Premier cas, je déclare 50 000 euros de revenus tous les ans. Je suis imposé à la tranche à 14%. Et puis, je vends mon entreprise 300 000 euros. Cette entreprise, je l'avais créée, je l'avais acheté, 50 000 euros, et je pars dans le cadre d'un départ à la retraite, en 2018. Donc, je fais une plus-value de 250 000 euros. Si j'opte pour le barème progressif, l'imposition sera la suivante. J'aurai une imposition au titre des prélèvements sociaux, 43 000 euros. Je n'aurai pas d'imposition à l'impôt sur le revenu parce que j'ai le fameux abattement de 500 000 euros. Et puis, j'aurai un impact prélèvements sociaux déductibles. Au final, sur ma vente de 300 000 euros, il me restera net 259 380 euros. À l'inverse, je vais aller chercher la flat tax. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour l'application de la flat tax, l'abattement de départ à la retraite joue. C'est le seul cas. Les autres abattements ne jouent pas, mais celui-ci continue à jouer. Donc, si je fais ça, je me retrouve avec un reste net de 257 000 euros, soit un delta de 2 380 euros. Défavorable, si on reste à la flat tax, c'est quoi ces 2 380 euros? C'est ni plus ni moins que l'impact de la CSG non déductible que je n'ai plus avec le système de la flat tax. Tout simplement. L'écart n'est pas colossal. Éventuellement, on va opter pour la personne qui va opter pour le système de la simplification va conserver la flat tax. Deuxième cas, ça se gâte. J'ai 90 000 euros de revenus annuels, je déclare 90 000 euros, je suis à la tranche marginale à 30%. Alors là, on m'a indiqué, j'ai 85 000 euros de seuil de déclenchement, je passerai à la tranche supérieure dès que j'aurai 85 000 euros de revenus supplémentaires. Je vends mon entreprise de 1 000 euros. Cette entreprise, je l'ai créée, j'ai mis 1 000 euros au capital. Je fais une plus-value d'un million 999 000 euros. Si j'opte pour l'imposition d'un barème progressif, il me restera net 1 575 416 euros. Si je prends le mécanisme de la flat tax, avec toutes les applications que je vous ai expliquées, il me restera net 1 400 300 euros, soit un différentiel de 175 116 euros tout de même, en défaveur de la flat tax. Donc là, on a démontré qu'il ne fallait pas opter, assurément pas, il fallait assurément opter pour l'imposition au barème progressif et la renonciation à la flat tax. Donc, cette réflexion-là, et tant pour le cédant, on voit tout de suite l'écart, puisqu'on est entre 14 et 30% non, 21% et 30% de fiscalité. Si vous raisonnez en net, ce que font souvent les vendeurs, c'est de dire j'ai 21% ou j'ai 30% dans un cas de fiscalité. Le point que le repreneur va trouver, c'est qu'il ignore si son cédant a anticipé ce point de fiscalité. S'il a fait son calcul de net pour lui en disant je dois acheter un appartement, je dois renouveler ma résidence principale, je dois donner de l'argent à mes enfants, tout ça, ça fait 2 millions. Si le différentiel et s'il résonne en net, là, en tant que repreneur, vous êtes perdu, puisque là, déjà, le différentiel de fiscalité va être en défaveur de l'arbitrage qu'il aura pris. Donc, quand vous êtes repreneur, il est important de savoir si votre interlocuteur a quel choix, quel arbitrage il a fait en termes de fiscalité, et est-ce que ces conseils ont anticipé le net sur lequel il se retrouvera, parce que sinon c'est vous qui allez avoir la charge de la fiscalité du cédant. Et c'est là, la négociation devient très délicate. D'où l'importance de l'anticipation dans l'arbitrage. Je vais compléter, Félix, si tu permets, et aller dans le sens de Mathieu. Faites attention à la CSG déductible. On nous a dit, et Mathieu a insisté sur ce point-là, on aura le choix entre l'imposition sur le revenu, avec les abattements dont on vient de parler, ou la flat tax.
Beaucoup vont être tentés par rapport aux exemples qu'on a donnés de dire je choisis l'imposition sur le barème sur revenu. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir imputer ma CSG déductible. À ceci près que, en fonction de la nature des revenus que vous avez déclenchés en année N+1, et on va reprendre l'exemple, je pars à la retraite mécaniquement, pour tout un chacun, je pense l'ensemble des personnes qui seront dans cette salle, vos revenus vont baisser en année N+1. Vous n'aurez plus les rémunérations, président, directeur général et compagnie. Qu'est-ce qui va se passer? Il est possible que la CSG déductible que vous allez calculer, qui est d'un montant significatif au titre de l'année considérée, vous ne puissiez pas l'imputer parce que vous n'aurez pas suffisamment de revenus en N+1. Donc attention à ce point-là aussi. Troisième et dernier cas, juste pour vous faire comprendre que c'est pas simple, c'est compliqué. J'espère que vous aurez retenu ça ce soir. La simplification n'existe pas en matière fiscale, de toute façon. Donc, je gagne 90 000 euros, je suis imposable à 30%. Je vends mon entreprise 1,5 million dans le cadre d'un départ à la retraite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la comparaison entre je vends en 2017 ou je vends en 2018. Je vends en 2017 avec le régime que l'on connaît, l'abattement de 500 000 euros, etc. Il me restera net 1 212 716 euros. Je vends en 2018. Je reste sous le régime de la flat tax, je n'opte pas pour le barème progressif. Il me restera 1 114 300, soit 98 000 euros de différentiel. Mais c'est là où il y a un effet un peu induit de ces réformes, et on n'a pas suffisamment prévenu les gens. Je veux rester au barème progressif, parce que j'ai quand même compris que globalement, ce n'était pas intéressant la flat tax en matière de fiscalité des cessions, des plus-values. Donc je vais rester au barème progressif, mais en 2018. Or, en 2018, j'ai perdu la possibilité de cumuler l'abattement de 500 000 euros et l'abattement renforcé de 85%. La petite blague va vous coûter 80 000 euros. Donc, si vous pouvez anticiper d'un mois de session, sur une vente à 1,5 million, vous gagnez 80 000 euros. Il vous reste 40 jours. Il vous reste 40 jours. Ça va? Enfin, là, quand on dit qu'il faut anticiper à 3 ans, là on est mort. Mais c'est malheureusement intéressant. Tu me dis, Mathieu, si je me trompe. Là, j'ai fait le calcul avant. 2017, j'ai 19% de fiscalité. Flat tax, 26. Et barème progressif 24. Oui. Donc j'ai quand même perdu sur la fiscalité précédente, oui, qui n'était pas quand même un modèle, mais j'ai quand même pas un modèle. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, là je parle avec ma casquette, je vous explique les règles de la fiscalité des plus-values. La flat tax n'est pas une bonne opération, c'est pas une bonne mesure. Voilà. Donc, on a vu qu'on a une distribution de dividendes qui est toujours aussi contraignante, notamment pour les dirigeants de SARL. Tu nous donneras tout à l'heure ce qui se passe au niveau des SAS. On a vu que sur les cessions, on avait un arbitrage vraiment très pointu à faire et des choix définitifs à organiser de manière à ne pas tomber dans la lecture faciale simpliste qui peuvent vous pénaliser ultérieurement. Maintenant, on va voir s'il nous reste des niches et on va voir comment optimiser la cession. Je rappelle qu'il est important pour un repreneur, face à son dirigeant, face au cédant, de bien valider que tous ces points-là sont anticipés. Parce qu'arriver au protocole et s'apercevoir qu'on est complètement inorganisé en matière patrimoniale, c'est une erreur. Donc ce sont conseils qui vous accompagnent de poser la question à leurs confrères. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces points-là ont été anticipés? Est-ce qu'on a du réemploi? Est-ce qu'on a une organisation qui nous permet? Est-ce que les revenus de compensation sont déjà calculés? Et comment, patrimonialement, on peut s'organiser? Donc, Olivier, tu nous parles donc des projections fiscales 2018 et les 3 points qu'on a choisi d'aborder. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière,
l'organisation et les revenus fonciers, comment il reste encore des niches à travers ces revenus-là. Alors, l'éclairage qu'on a souhaité développer avec vous, il n'est pas complètement hors sujet par rapport aux dirigeants, qu'on se comprenne bien. L'ambition, c'est pas de refaire un cours de fiscalité sur ce que va être l'ISF au 1er janvier, c'est de, au contraire, se poser les bonnes questions par rapport aux éléments complémentaires qu'ont développé Rodolphe et Mathieu, à savoir, quand j'ai arbitré sur cette fameuse session et que j'ai décidé de vendre des titres de société, souvent, pour certains d'entre vous, vous êtes propriétaire également de l'immobilier d'exploitation. Et la question est de savoir, est-ce que, mon repreneur accepte ou pas de racheter les locaux qui servent à exploiter ? 2, est-ce que ces locaux-là, ils sont inscrits ou pas à l'actif du bilan, ou est-ce que je les détiens en direct ? Et ces questions-là, si vous les passez sous silence, on aboutit à des aberrations sur le plan patrimonial. Alors, on va rappeler un peu les considérations qui vont guider notre choix au 1er janvier 2018. Je vous rappelle que l'exercice qu'on fait ce soir est un peu périlleux. Pourquoi ? Parce que le vote de la loi définitive n'est pas entériné. On est encore en discussion. Il y aura des amendements qui seront déposés. Vous suivez l'actualité comme nous. Et vous n'êtes pas sans savoir que seulement au 31 décembre 2017, nous saurons à quelle sauce, excusez-moi d'expression, nous serons mangés. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que le profil du futur impôt de solidarité sur la fortune va devenir l'impôt sur la fortune immobilière. Ça signifie que, pour faire très simple, aujourd'hui vous êtes propriétaire, par exemple, à titre personnel, de votre résidence principale. Vous allez devoir la déclarer comme vous faisiez auparavant, avec toujours le maintien de l'abattement de 30% sur cette résidence principale. Sur tout l'immobilier dont vous disposez, vous êtes tenu également de le maintenir dans votre assiette imposable. Y compris, et on rentre dans un niveau de détail, je ne vais pas complexifier à loisir, mais les parts de sociétés de placement immobilier, SCPI, ça rentre aussi. Organisme de placement immobilier au PCI, ça rentre aussi. Si on va dans un niveau de détail encore un tout petit peu plus précis, pour certains d'entre vous, vous avez ouvert des contrats d'assurance vie. Dans ces contrats d'assurance vie, vous avez des supports euros, vous avez des unités de compte, c'est-à-dire des actions, des obligations, et vous avez eu la bonne idée d'y loger des parts de SCPI. Eh bien, ces éléments-là, les compartiments représentés par l'immobilier en général, dans ces contrats-là, vous me ferez le plaisir, s'il vous plaît, de les réintégrer dans votre base imposable. Donc, tout ce qui est immobilier, de près ou de loin, va rester imposable, impôt sur la fortune immobilière. Ça signifie que le reste, les placements que vous pouvez avoir en assurance vie, support euro, actions, les livrets divers et variés, les PEA, les PE, tout ça, ça sort de votre assiette taxable et vous allez bien entendu continuer à pouvoir déduire le passif, et on verra qu'il y a des limites quand même par rapport au passif, tous les emprunts que vous avez pu souscrire et l'impôt, l'ISF que vous devez, plus l'impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière. Mais on voit bien que le profil aujourd'hui, c'est qu'on veut taxer clairement la partie immobilière au profit d'une articulation qui consiste à dire je remets dans l'économie un certain nombre de liquidités pour faire fonctionner de manière pérenne et de faire travailler l'argent et les liquidités. C'est un choix qui se défend. Ça veut dire aussi investissez dans l'économie. C'est ça qui fait fonctionner. Mais on va voir que provoquer incontestablement une prise de conscience sur la rotation ou pas nécessaire, ça c'est un autre débat, des biens immobiliers en jouant sur l'exonération de plus-value. Le barème, a priori, ne changera pas au niveau de l'ISF actuel. Ensuite, je ne vais pas y revenir, je l'ai détaillé, vous avez le listing, il sera à compléter, il sera beaucoup plus précis, mais on voit bien que de toute façon, tout ce qui est foncier ou immobilier, ça restera taxable. Ce qui est exclu, c'est intéressant, bien évidemment, c'est les œuvres d'art, c'est les PEA, c'était déjà le cas. Les exonérations partielles dont certains bénéficient, vous détenez des groupements fonciers forestiers, vous avez peut-être des terres agricoles, on aura des exonérations dans ce cadre-là. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a voulu quand même vous indiquer un peu quel était le profil du futur IFI au 1er janvier qui sera en application. Alors, ce qui est si je me positionne comme acquéreur, si j'achète à l'occasion de l'opération un bien immobilier affecté à l'activité professionnelle, là, je sors en fait une partie de mon capital liquide, je le transforme en bien immobilier, et là, je ne suis pas taxable
là, le bien immobilier est hors IFI. Lorsqu'il est lié à l'exploitation, tu l'as dans le slide suivant. Ce que dit Félix est intéressant, et ça, il faut que vous l'ayez à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, et ça ne va pas changer dans le futur, lorsque vous êtes propriétaire de titres, ou même vous exploitez une entreprise individuelle, vous êtes à côté propriétaire de l'immobilier qui porte cette activité-là. Le raisonnement de l'administration est le suivant. Mon outil professionnel est exonéré. C'est ce qui me sert à tirer les subsides, à tirer mes rémunérations. Ça serait complètement invraisemblable de le réincorporer dans l'assiette taxable. Donc mes titres de société, moyennant des conditions. Je détiens au moins 25% des titres. Je suis mandataire social, gérant, président, directeur général, et je tire l'essentiel de ma rémunération de cette activité-là. Là, je suis exonéré au titre de l'ISF et du futur IFI. Si à côté de ça, et c'est l'exemple qu'on a choisi, je suis par exemple propriétaire, si vous voulez, on va le faire ensemble, je suis propriétaire aujourd'hui, avec mon épouse ou mon époux, de 40% des actions d'une société par action simplifiée. Donc là, le couple, plus de 25%, monsieur ou madame tire l'essentiel de sa rémunération de cette activité-là, et il y a un mandat social au niveau du couple. Pas de problème, je suis exonéré sur ces titres de société à hauteur de 40%. Et là, on apprend que nos amis détiennent des parts de SCI. Cette société civile immobilière porte le bâtiment d'exploitation qui est loué à la société dans laquelle ils exploitent. Et ils ont 100%. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est vrai à aujourd'hui, ça sera vrai demain. Je suis exonéré au titre de mon outil à hauteur de 40%. Mais je détiens 100% de la SCI. Mais mon outil professionnel, c'est bien mes parts de société. Donc vous êtes tenu de réintégrer en quelque sorte l'équivalent de 60% de la valeur de votre immobilier dans votre actif imposable. Donc attention, parce que ça c'est quelque chose qu'on a quelquefois en face de nous à gérer. Je pense que Mathieu et Rodolphe ne me contrediront pas sur cet élément-là. Vous n'êtes pas nécessairement totalement exonéré sur votre immobilier d'exploitation en tant que chef d'entreprise. Donc regardez bien, en fonction de la détention que vous avez dans vos titres de société, par capillarité, on va le dire comme ça, ou contagion. Si j'ai 40% de la société, je suis exonéré qu'à hauteur de 40% sur les murs de ma société. Voilà. Ça ne changera pas demain, je vous rassure. Alors, tu nous as trouvé, malgré ça, tu nous as quand même trouvé quelques, on a simplifié quelques niches qui persistent et qui restent. Alors, il y a, juste avant les niches, il y a malheureusement quelques éléments qui ont été soulignés par Rodolphe et Mathieu tout à l'heure sur les abattements et puis sur ces histoires de CSG déductibles. Il y a la même chose en matière d'IFI. Je vous rappelle que vous aviez le droit de déduire au passif de votre ISF, anciennement ISF, tous les prêts que vous aviez pu souscrire pour acquérir des biens immobiliers. Et là, on a une petite subtilité, puisque en matière de prêt, on a deux manières de voir les prêts. On a de l'amortissable, et je pense que c'est le commun des mortels qui choisit d'acquérir sa résidence principale ou du locatif et qui passe par un prêt amortissable, c'est-à-dire que je rembourse du capital et des intérêts tous les ans. Et puis, j'ai la possibilité de revendiquer un prêt in fine. Le principe du prêt in fine, c'est que je souscris un prêt de 100 000 euros à horizon 15 ans, et durant ces 15 ans, moyennant le taux d'intérêt qui me sera octroyé par l'établissement bancaire, je ne vais rembourser que l'intérêt du prêt, et à l'échéance, au bout des 15 ans, je rembourse la totalité du capital. Jusqu'à présent, c'était cerise sur le gâteau, c'est qu'en matière d'ISF, je déduisais l'intégralité des prêts in fine. Désormais, comptez du 1er janvier, vous serez obligé de tenir compte d'un élément, c'est du délai durant lequel vous aurez progressivement, vous situerez dans le remboursement du prêt in fine. Exemple, j'ai emprunté 200 000 euros sur 10 ans, je suis en emprunt in fine, au bout de la 6e année, dans le régime actuel jusqu'au 31/12/2017, j'ai toujours 200 000 euros de passif. D'accord? Eh bien, dans le futur IFI, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être obligé de tenir compte qu'il me reste 4 années, et donc je suis obligé de réintégrer. Si vous voulez, je ne déduirai plus que 80 000 euros, et non plus 200 000. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, qui va concerner moins de contribuables, mais qui est quand même contraignant, c'est que sur les patrimoines immobiliers de plus de 5 millions d'euros, on va nous dire, écoutez, moi j'applique un élément qui est très factuel, c'est que si le montant de la dette, sur ces 5 millions d'euros de patrimoine ou plus, si la dette excède 60% de la valeur, je ne pourrai déduire que 50% de l'excédent. Et on a un petit exemple à la clé, Je sais que heureusement, ça ne concerne pas l'essentiel des contribuables soumis à l'IFI,
Mais vous voyez que l'impact, il est quand même non négligeable. On est sur des dispositifs anti-optimisation. C'est-à-dire que là, on a pris l'exemple de quelqu'un qui était susceptible d'être à la tête d'un immobilier d'exploitation. C'est-à-dire que notre preneur, il rachète uniquement les titres de la société. Notre cédant se retrouve avec son immobilier sur les bras, excusez-moi de l'expression, et il s'aperçoit qu'il est obligé il a 7 millions d'euros. Bon, il a encore de l'endettement, et sur 7 millions d'euros, on nous dit, écoutez, sur 7, c'est pas compliqué, vous avez une première limite qui va s'appliquer, c'est 60%, donc 4 millions d'euros. Et sur donc, ces 7 millions d'euros, je ne vais pouvoir, si vous voulez, imputer un deuxième plafond, je pourrais déduire que 50%. C'est-à-dire sur les 2,8 millions d'excédents, je ne vais pouvoir déduire que 1,4 million d'euros, ce qui fait qu'au final, je vais être exonéré, entre guillemets, à hauteur de 80% du bien. Bon, tout ça pour dire, on ne va pas complexifier une fois encore, ça signifie que les règles vont changer avec la flat tax, avec la CSG déductible et avec l'IFI. Donc il faut avoir aussi cette stratégie d'anticipation, notamment au niveau de l'immobilier, parce qu'on comprend bien que je vais être sérieusement pénalisé par rapport à ça. Donc, contrairement au calcul de valeur d'entreprise où on intègre les dettes, là, on diminue l'impact de la dette pour que le bien soit taxé à sa valeur maximum. Ouais, je ne pourrais pas déduire, si vous voulez, tout le passif. Oui. Je ne pourrais pas déduire tous les emprunts, clairement. Alors, ça nous ramène quand même à deux cas, et c'est là où on revient sur notre sujet du moment et de cette soirée. Il y a fondamentalement deux cas sur lesquels vous allez être confrontés en tant que dirigeant, que ce soit d'ailleurs repreneur ou cédant. Est-ce que mon bien, l'immobilier d'exploitation, est inscrit ou pas à l'actif du bilan de la société ? Et la stratégie que vont vous exposer Mathieu et tout à l'heure Rodolphe consistera à se dire, mais finalement, de la même manière qu'on a raisonné sur les dividendes, est-ce que je prends ou pas des dividendes ? Est-ce que je dois ou pas sortir l'immobilier de l'actif du bilan de la société avant de la vendre ? On va le mettre de côté ce sujet-là, mais il est vraiment prégnant. Et puis le deuxième, c'est le plus flagrant et le plus logique que vous êtes amené à rencontrer, c'est je suis propriétaire soit en direct de mon immobilier, soit par le biais d'une SCI. Et là, bien souvent, et je pense que Félix, Rodolphe, moi et puis un certain nombre d'autres dans la salle, vous êtes confrontés à cette question, c'est lourd de racheter non seulement les titres d'une société, mais également l'immobilier. Parce que le repreneur, il prend deux risques. Il prend le risque sur l'exploitation, mais il prend le risque aussi sur l'immobilier. Et la tentation est grande, même dans un contexte de taux historiquement bas, la tentation est grande pour le repreneur de dire, écoutez, dans un premier temps, je vais m'attacher à faire aussi bien que vous, sur le plan de l'exploitation. Vous voudrez bien continuer à prodiguer une location à mon égard, parce que vous resterez propriétaire de l'immobilier. Et là, la question qui va se poser pour vous en tant que cédant, c'est de dire, oui, mais vous ne me faites pas un cadeau, parce que si je ne vends pas l'immobilier, il reste dans mon patrimoine, et je viens d'apprendre, à l'occasion d'une conférence à la CCI, que si je le garde dans mon patrimoine privé, je suis imposable à l'ISF. Et même si, je pousse le raisonnement un peu plus loin, même si j'ai vendu, je touche un prix de vente, avec les explications de Mathieu, qui sera confortable, j'aurais choisi ou pas la flat tax, ça c'est un autre débat, mais en revanche, le fait de rester propriétaire de l'immobilier, je vais toucher des revenus, donc des revenus fonciers. Je vais avoir un niveau de retraite, mais un niveau de retraite qui me permettait de rester dans une tranche basse du barème, peut-être 14, peut-être 30%. Si je reste propriétaire de l'immobilier, le fait de dégager des revenus supplémentaires va me faire augmenter ma tranche marginale. Je vais passer à 30, voire 40, 41, voire 45%. Et en plus, vous m'annoncez une bonne nouvelle, c'est que je vais être redevable de l'IFI. Ça fait beaucoup de choses. En conclusion, on est exactement, et c'est la raison pour laquelle on voulait faire le parallèle, on est exactement à une situation que celle qu'exposaient Rodolphe et Mathieu, à savoir anticiper. Et là, les modalités, alors on a choisi un exemple. La modalité d'anticipation, elle peut passer par quoi ? C'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas que je transforme finalement de l'immobilier en patrimoine financier ? Non pas seulement pour, si vous voulez, excusez-moi de l'expression là une fois encore, chanter l'ISF ou essayer de sortir de l'IFI, mais pour aussi avoir un raisonnement qui consiste à opérer une transmission vis-à-vis de la génération suivante. Un exemple, là on a un bâtiment valorisé 500 000 € et on a fait le choix de se dire, voilà, ce bâtiment il me génère du 7% net.
c'est un rendement intéressant, mais comme c'était moi qui étais à la tête de la société, j'ai essayé de faire corréler les loyers par rapport à, bien évidemment, la valeur vénale du bâtiment, mais c'est plutôt cohérent parce que je maîtrise et j'ai maîtrisé les coûts. 500 000 euros, en fonction de la tranche, hein, vous avez les colonnes, 14% c'est la tranche marginale d'imposition, 30% TMI, 41% de TMI et 45%. Mes revenus fonciers nets, c'est 400 000 euros, avant impôt, bien évidemment. Prélèvements sociaux, j'ai pas le choix, 1er janvier, 17,2% de CSG CRDS. Ça veut dire qu'ensuite, je vais appliquer, en fonction de la colonne dans laquelle je me trouve, j'ai 40 000 euros de revenus fonciers, j'applique 14%, ça va me coûter 5 600 euros. Donc j'ai un revenu net disponible, 40 000 euros moins 6 880 de prélèvement, moins 5 600 d'impôt sur revenu, il me reste 27 520 euros. Attention, n'oubliez pas l'IFI, dont on vient de parler, qui va encore grever un peu la rentabilité du système. Il me restera au final 24 020 euros, soit 4,80% de rentabilité, hors la CSG déductible dont on a parlé. Si tu reviens juste avant. Oui, pardon. Bon, je ne vais pas le faire sur toutes les tranches. Oui, mais non, mais pardon, c'est très intéressant. Très intéressant parce que derrière ça, alors on peut avoir plusieurs réactions. On peut avoir une réaction purement financière, dire ce que je disais tout à l'heure, 4,60, 3,52, 2,64, c'est pas mal. Actuellement, c'est pas mal. Mais par rapport à la situation sur laquelle vous vous retrouvez, on revient sur la valeur du bien. Est-ce que ce bien a une valeur future? Est-ce que ce bien, je le vendrai 500 000 euros dans X années? Une fois qu'on a dit ça, 4,80, 3,52, 2,64 de rentabilité. Si en plus ce bien est totalement dédié à une activité où on ne peut faire que de l'agro, que du BTP, que du montage électronique dedans, on est sérieusement collé avec notre bien industriel. Donc que vous soyez repreneur, que vous soyez cédant, là aussi, vous avez un sacré examen à pratiquer et à travers ce tableau-là, là aussi, de ne pas rester sur de l'analyse faciale de vos résultats. Si tu as mis en place un bail avec ton locataire qui fait que c'est le locataire qui prend en charge tout ce qui est entretien du bâtiment, etc., tu te dis, tout compte fait, j'ai peut-être une rentabilité qui est intéressante. Si tu restes avec effectivement des travaux de l'entretien de bâtiment, ta rentabilité elle va vite chuter. Si, comme on voit des tas, si on est propriétaire d'un bien où on a de la distribution et comme la distribution évolue dans ses offres, si on a au bout de 15 ans de la tôle et rien dessous, on peut avoir des taux de rendement généreux, mais il faut quand même se poser en tant que propriétaire les questions futures. Et en tant que repreneur, posez-vous aussi les bonnes questions. N'allez pas vous charger d'une dette qui va vous coller toute votre vie d'exploitant. Et la pire des situations, si vous êtes acquéreur, vous achetez une société 2 millions et le cédant vous dit dis donc, t'as pas vu mon bien en crédit bail, il vaut 500 000, il vaut 3 millions. Un bien en crédit bail dans une société à céder où la réévaluation est à faire, où le bien est à sortir, est à refinancer par la banque, en termes de négociation, il va falloir être fort. Il va falloir prendre les choses dans l'ordre, avec la bonne évaluation, le bon portage, l'incidence fiscale de sortie et la phase de financement. C'est un exercice. On a dit pendant 20 ans que l'immobilier était formidable. Pour l'État, oui. Oui, pour l'État. Pour un exploitant, est-ce que l'immobilier est toujours, hormis l'emplacement, est-ce que l'immobilier industriel est toujours d'actualité?
On conclut sur le sujet, si vous voulez, par rapport à l'exemple. Ça reste un arbitrage, comprenez-le bien. C'est de dire, c'est pas simplement l'IFI qui est en jeu, c'est la transmission. C'est de dire pour un repreneur, moi, est-ce que j'accepte ou pas de financer le bien tel que le dit Félix? C'est pas sûr, parce que j'en ai déjà, sur les types de sociétés, rajouter une couche à 12 ou 15 ans sur de l'immobilier, c'est compliqué. En revanche, pour le cédant, lui, ça ne va pas forcément l'intéresser que de porter de l'immobilier. Il n'a pas nécessairement besoin d'augmenter, vous voyez, son taux marginal d'imposition. La question, elle est très simple. C'est est-ce que je ne peux pas finalement associer à mes enfants dans cette démarche en constituant une société civile immobilière, par exemple. Mes enfants rachètent le bien qui m'appartient en tant que cédant. Ça va me permettre de dégager du cash. Certes, j'aurai un peu de plus-value, on a fait le calcul. Si je vends le bâtiment 500 000, je l'ai acheté 300 000, je vais avoir un peu de plus-value, je le détiens depuis 15 ans, il va me rester dans ma poche, pour faire simple, 472 000 euros. Bon, ces 472 000 euros, je vais pouvoir les réinvestir pour tenter d'échapper, on va le dire comme ça, à l'IFI. Je vais peut-être ouvrir des contrats d'assurance vie. Ça permettra à mes enfants de faire d'une pierre deux coups, c'est qu'ils seront propriétaires à terme via la SCI qui se sera endettée pour acheter le bâtiment, et les enfants disposeront de liquidités pour faire face aux éventuels droits de succession qui seraient dus au cas de décès des parents, tout simplement. Bon, tout ça, ça doit vous motiver pour, une fois encore, anticiper et ne pas subir. C'est comme ça qu'on a vu l'exercice ce soir. Et ce que je dis toujours, la difficulté pour les conseils qui sont les vôtres, c'est effectivement d'apporter le conseil à un instant T par rapport à une loi qui existe. Et vous pouvez revenir nous voir 6 mois après, ou alors on va vous appeler 6 mois après en disant, hop là, attention, le montage qu'on a mis en place il y a 6 mois ou il y a 1 an, il y a un projet de loi là, qui va sortir, il faut absolument qu'on se revoie parce que là, la donne change et toutes les économies qu'on avait envisagées vont être remises en cause. Un vieil adage, dans une niche, il ne suffit pas d'y rentrer, il faut en ressortir. C'est un pocabo, ouais, un pocabo là. Alors, il nous reste de la fiscalité toujours, il nous reste toujours des stratégies d'optimisation. Olivier nous en a donné quelques-unes. Mathieu va nous donner... On va vous en donner 2, parce que c'est vrai qu'on pourrait tenter de se dire le paysage fiscal change, donc les schémas antérieurs changent. Pas nécessairement. Pas nécessairement, car on l'a vu, de la fiscalité, il y en aura quand même toujours. Et 2 types de montages auxquels on pense de temps en temps, nous, en tant que conseil, qui vont conserver un peu de leur utilité. C'est ce qu'on appelle les fameux apports-cessions. Alors, quand Rodolphe vous disait les clients, il faut qu'ils préparent à 5 ans leur transmission, c'est vrai. Alors là, on vous explique que le timing, l'apport-cession, c'est quoi? C'est je vais vendre mon entreprise, mais je vais éviter quasiment toute imposition. Et je suis dans une dynamique soit de remploi ou de transmission aux enfants. Le réemploi, ça veut dire je réinvestis, j'achète une nouvelle entreprise, j'ai 40 ans, j'ai monté une start-up, j'ai empoché un certain prix, à 40 ans, j'ai encore besoin de travailler. Donc potentiellement, je vais réinvestir dans une nouvelle structure. Ces mécanismes conservent encore de l'intérêt. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va chercher à travers les fameux apports-cessions? On va passer d'une fiscalité des particuliers, que l'on a vu, qui est quand même encore élevée, on va aller sur la fiscalité des entreprises. Et on va avoir une imposition qui va être de moins de 4%. Donc évidemment, moins de 4% versus à minima le prélèvement forfaitaire 30% ou un peu moins si on a conservé le barème, ça reste quand même très avantageux. Ça nécessite d'anticiper. Alors, le petit rappel, ce mécanisme, soit vous faites votre holding plus de 3 ans avant votre cession, et auquel cas, le jour où vous cédez, tant mieux pour vous, votre holding récupère la trésorerie. Et alors, il n'est pas question de remettre à plat la holding, parce que là, vous avez un effet induit, vous vous faites retaxer en dividendes, etc. Mais si vous avez des projets immobiliers, etc., ou d'autres projets d'investissement dans des entreprises, vous réinvestissez à travers votre holding. Le gros avantage, il n'y aura quasiment pas de fiscalité au titre de la cession. À l'inverse, vous faites ça, vous avez anticipé, mais pas suffisamment, moins de 3 ans avant la cession, il se trouve que si donc vous avez apporté, vous avez créé votre holding, 2 ans après, on vient vous dire, votre entreprise m'intéresse, je vous l'achète à un certain prix, vous vendez. Dans ce cas-là, si vous voulez conserver l'avantage fiscal du montage, il va falloir que vous réinvestissiez dans un délai de 2 ans. Et que vous réinvestissiez dans un outil dit professionnel. Voilà, donc ça, c'est les anciens schémas qui conservent de l'intérêt, ne les oubliez pas. Donc pour répondre au souci de Benoît, si j'ai 40 ans, je monte ma société holding, je fais de la croissance
externe à travers ma holding. Dès que je vends la société que j'ai rachetée 4 ans, 5 ans après, je remonte l'ensemble de la valorisation dans la holding et je suis actif en investissement immobilier. Je suis hors ISF, puisque c'est du capital investi en outils économiques. Exactement. Alors des holdings sont beaucoup créés, des holdings sociétés civiles depuis quelques années pour effectivement faire échapper les dividendes de SARL, de gérants majoritaires, aux charges sociales de RSI. On a eu beaucoup de gérants majoritaires de SARL qui ont apporté leur titre à une holding société civile et du coup les dividendes on les remontait sur la société civile, pas de charge sociale, et le gérant, la trésorerie dans sa société civile lui permettait de réinvestir dans ce qu'il voulait entre guillemets. Ou alors on redistribuait derrière de la société civile au gérant, et là sans charge sociale. Alors ces holdings sont aussi des moyens justement de dégonfler cette trésorerie pléthorique que vous avez dans votre filiale, pour faire de la cosmétique avant-vente. Parce qu'en effet, comme disait très justement Félix, la partie BFR ne sera pas valorisée. La trésorerie correspondant à votre BFR, vous ne pourrez pas le valoriser. Il faut juste faire attention de ne pas tomber dans l'abus fiscal et qu'effectivement cette création de holding ne soit pas faite simplement dans un but d'éluder l'impôt aussi. Il n'y a pas que des charges sociales, il y a aussi de l'impôt. Donc bien faire attention au montage et bien voir dans quel but on fait ce montage-là. Alors, on aura peut-être le temps d'un débat sur la holding, parce que forcément c'est un outil d'optimisation. Ça entraîne aussi à la sortie quelques contraintes de vivre avec une société holding. Quand vous avez un certain âge et que vous voulez sortir, vous vous retrouvez chargé de votre holding et vous en faites quoi? Ça c'est un autre débat. Alors les deuxièmes schémas auxquels on pense de temps en temps, c'est quelle stratégie face à des actifs non repris par l'acquéreur. L'exemple, le bâtiment immobilier. Le premier réflexe pourrait être de dire, comme il ne veut pas mon immobilier qui est dans ma structure d'exploitation, la structure d'exploitation va le vendre, et puis comme ça, le prix, éventuellement, je le remonte autrement, etc. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres dispositifs que l'on met aussi en place avec du temps. Il faut du temps devant nous. C'est ce que l'on appelle les distributions de dividendes en nature ou les réductions de capital par attribution d'actifs. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces mécanismes-là? Alors c'est complexe, on vous en parle juste. C'est qu'on va aller chercher une fiscalité qui est plus attractive puisqu'on va aller chercher la fiscalité du dividende ou des ventes de titres de participation. Quand on couple ça avec le fait qu'on a une holding au-dessus, c'est un peu le nirvana. Vous n'avez pas beaucoup d'impacts fiscaux, donc évidemment c'est à prendre avec beaucoup de prudence parce que c'est très optimisant. Qui dit optimisation dit regard du fisc. Alors, redis-moi ça, la fiscalité du dividende, c'est laquelle? Quand on est particulier, c'est ce qu'on a vu, quand on est une société, on est taxé sur moins de 1,3%, puisqu'on a un régime, ce qu'on appelle le régime MERFI, ils vont taxer que 5% du dividende à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, on a de la chance, il baisse, lui. C'est bien le seul. Donc, globalement, la fiscalité du dividende dans la holding est quelque chose qui va garder toujours de son intérêt. D'accord. Et la réduction de capital, on peut raisonner sur une fiscalité globale de combien? Est-ce que c'est dangereux de raisonner comme ça? Non, c'est pas assez dangereux, non, parce que en fait l'avantage de la réduction de capital, c'est un mécanisme plus complexe, mais on va aller choisir si on va chercher la fiscalité du dividende ou la fiscalité des plus-values. Ça nécessite beaucoup d'articulation juridique, mais en gros on va aller faire son shopping, et si on a une fiscalité qui est plus attractive côté fiscalité de la cession, on va prendre la cession. Si on préfère le dividende, on va aller prendre le dividende. Le tout étant dépendant des modalités de réduction de capital qu'on a décidé d'opérer. D'accord. Donc ça ne se fait pas sur un coin de table le vendredi soir pour le lundi? Non. Non, vaut mieux pas. D'accord. Je croyais que ça marchait comme ça. Alors tu as un exemple après? Oui, on a choisi d'illustrer le propos en se disant, on a optimisé les choses, on va essayer de faire un petit exemple récapitulatif parce qu'on a bien conscience que vous avez digéré pas mal de chiffres. On va finir sur cet exemple-là, mais on a une chef d'entreprise qui a créé son outil de travail de toutes pièces. Elle a créé une société par action simplifiée et à l'occasion de son départ à la retraite, cette personne décide de vendre, bien évidemment, et on a une valorisation qui ressort à 2 100 000 €. Elle a créé son outil de travail il y a plus de 8 ans, donc elle est éligible potentiellement à ce qu'on appelle l'abattement renforcé dont a parlé Mathieu tout à l'heure.
Et on va calculer la plus-value. Je vous rappelle, le calcul de la plus-value, c'est comme en matière immobilière, c'est pas compliqué. J'ai un prix de vente, moins le prix d'acquisition, c'est le prix moyen des titres. Il se trouve que là, c'est le capital social, donc 100 000 euros. Donc ma plus-value réelle et imposable, c'est 2 millions d'euros. La question, on est interrogé par des clients, et vous serez peut-être interrogateur à notre rencontre tout à l'heure, c'est, j'ai vendu 2 100 000 euros. Si j'ai le choix entre d'un côté la flat tax au titre de 2018 ou l'impôt sur le barème sur le revenu. Bon. Je précise tout de suite que on n'a pas complexifié encore à loisir, mais l'année 2018, ça sera, vous savez, une année blanche sur le plan fiscal, puisqu'on aura le prélèvement à la source qui va intervenir en 2019. Donc, on l'a mis de côté, hein. Excusez-nous, mais sinon, c'était un peu compliqué. Mais l'exemple qui suit, c'est déjà, de repartir de la flat tax ou de l'impôt sur le revenu. Et voilà. Et on voit bien que même sur un montant aussi significatif qu'une cession à 2 millions d'euros, il va rester dans la poche de madame 1 650 000 euros au titre de la flat tax, sans possibilité, bien évidemment, d'imputer ce qu'on a appelé la CSG tout à l'heure déductible. Et à l'inverse, si cette personne décidait d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu, elle ne peut pas revendiquer l'abattement pour départ à la retraite, 500 000 euros, et on voit qu'elle va disposer d'un capital de 1 621 000 euros avant la CSG déductible qui va représenter 135 000 euros, à condition qu'en N+1, elle ait suffisamment de revenus pour imputer cette CSG déductible. On voit bien que la différence, elle est relativement modique si vous enlevez la CSG déductible. Je rajoute quand même un point. Vous avez, dans un cas comme celui-là, et c'est vrai pour tout un chacun, on ne vend pas des entreprises tous les ans. Vous êtes amené souvent à vendre une société dans votre vie, ou 2 ou 3, mais grand maximum, et donc vous modifiez l'année de référence sur le plan fiscal. Et là, l'administration nous dit, vous pourriez très bien aussi considérer que c'est un revenu exceptionnel et faire jouer ce qu'on appelle le mécanisme du quotient, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter la progressivité de l'impôt. J'en dis pas plus, mais on voit bien que dans un cas comme celui-là, je ne peux le choisir que dans le cadre de l'impôt sur le barème et non pas dans le cadre de la flat tax. Bon, quoi qu'il en soit, cette dame va nous dire, écoutez, moi je suis dans une tranche à 45%, j'ai décidé de prendre l'impôt sur le revenu, mais je suis quand même fortement imposé. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'optimiser? Indépendamment de ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la tentation, c'est peut-être l'apport à holding, qui peut être une solution. Mais là, cette dame-là va nous dire, mais écoutez, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai 62 ans, j'ai aussi envie d'en profiter, et je n'ai pas vocation à réinvestir le produit de la cession dans un nouvel actif professionnel. Donc j'ai décidé de payer l'impôt, mais est-ce que vous ne pouvez pas me donner quand même un petit truc qui ferait que mécaniquement je puisse diminuer? Bon, on connaît tous les niches fiscales. On est plafonné, vous avez quelquefois la possibilité de se revendiquer du Pinel, de revendiquer employé, salarié de domicile. Ça va jusqu'à 10 000 euros, ça va pas très loin. Pour des gens qui sont à 45%, l'effet est relativement négligeable. Là, on pourrait très bien imaginer que madame puisse se porter acquéreur de ce qu'on appelle un appartement en monument historique. Particularité, c'est qu'on n'est pas plafonné en termes de déductibilité au titre de l'impôt. Et là, j'ai fait le choix de vous illustrer le propos en disant, voilà, j'achète un appartement qui vaut 200 000 euros, le foncier représente 60 000 euros, et là, je vais avoir un prix de travaux qui va représenter 140 000 euros. Vous me direz, quel est l'intérêt pour cette personne? L'intérêt, il est très simple, c'est que les travaux sont déductibles dans la tranche marginale que vous êtes amené à rencontrer l'année d'imposition. En l'occurrence, cette dame va supporter une fiscalité de 45%. Ça signifie que mes travaux vont être déductibles à hauteur de 140 000 fois 45%. Donc je vais écraser mécaniquement un petit peu la plus-value que je dois au titre de l'impôt sur le revenu. Ça signifie que ça me permet d'investir patrimonialement. J'ai des contraintes, je ne vais pas les développer, il va falloir que je conserve le bien pendant 15 ans. La subtilité, c'est que si j'adosse cet investissement à un emprunt, je vais pouvoir effectivement aussi limiter la mise de fonds, de liquidité pour investir dans cet appartement-là. Et je vais me dire, je pars en in fine à un horizon peut-être de 15 ou 20 ans. Et comme le rendement de ces biens-là, on va être transparent avec vous, il n'est pas très élevé, c'est un rendement d'environ 2%. Si je choisis un in fine, je vais encore, sur une quinzaine d'années, pouvoir obtenir un taux d'intérêt très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de taux très bas,
1,72%, ce qui va neutraliser mes revenus fonciers. Donc bénéfice de l'opération, je diminue l'impact fiscal lié à la cession dans une tranche à 45% au niveau des travaux que je réalise. Et deuxièmement, je ne crée pas des revenus fonciers significatifs pour les années qui viennent parce que j'utilise le crédit in fine avec les réserves qu'on a pu évoquer sur les FI. Tout ça pour dire que vous voyez bien qu'on est vraiment dans une stratégie qui n'est pas simplement de se dire j'ai un acquéreur, je décide de vendre, je vends des titres ou une entreprise individuelle. Ça va un petit peu plus loin. Ça m'oblige à patrimonialement préparer aux côtés de vos conseils, avocats, experts comptables, une réflexion d'ensemble parce que malheureusement ce soir on a bien vu que c'était compliqué de répondre sur un coin de table, comme tu as coutume de le dire, à une problématique qui pourrait paraître simple au départ, à savoir flat tax ou impôt sur le revenu. C'est presque la conclusion, c'est déjà le début de la conclusion. Donc retenez le principe d'arbitrage, arbitrage dividende, vente 100% des titres avec la trésorerie. Retenez le principe d'arbitrage entre flat tax et ancienne fiscalité. Retenez également le principe d'arbitrage sur l'IFI avec l'immobilier dans la société, l'immobilier hors société, conséquence pour vos revenus futurs. Vous êtes repreneur, arbitrage d'acquisition et plan de trésorerie pour reprendre la cible avec ou sans trésor, arbitrage et financement d'un immobilier extra reprise ou avec une reprise en finançant la fiscalité du cédant. Donc, on aurait bien voulu vous dire tout va bien. On est la ligne est droite, la pente est rude quand même, mais on a quand même quelques. C'est quand même complexe la situation dans laquelle on se trouve et qui peut encore changer avant le 31-12. Hein. C'est bien ça. Vous allez peut-être repartir avec plus de questions que quand vous êtes arrivé. Mais l'idée, quand on veut bien céder, c'est bien de se poser toutes les questions avant d'arriver effectivement à une signature de compromis, puisqu'effectivement, vous aurez une période de négociation avec votre repreneur qui va vous obliger à vous poser effectivement toutes les questions qu'a résumé à l'instant Félix. Il nous reste 5-10 minutes pour des questions. La première que vous devriez poser, c'est quand est-ce qu'on va recevoir ces très beaux tableaux. Donc je vous les adresse par mail. Il y a eu 2-3 minuscules coquilles que vous n'avez pas vues, qu'on va modifier. On vous envoie ça avant la fin de semaine par mail. Merci. Y a-t-il d'autres questions plus précises ? Vous êtes assommé par là. Je vais continuer d'assommer. Je vais revenir sur ma fiscalité de gérant de SARL. Oui. Il n'y a aucune que les gens comprennent bien. J'ai 100 de résultats à impôts. Je paye 28% de fiscalité. J'ai mon 30% de distribution de dividendes. Et j'ai ensuite 18% de fiscalité sociale en tant que dirigeant de SARL. De charge sociale. De charge sociale. Un peu plus même. Ouais, je vais prendre un exemple très concret, puisque moi j'accompagne aujourd'hui un de mes clients qui est en train de penser à transmission d'entreprise. Et c'est un client qui effectivement depuis 2013 n'a rien prélevé en termes de dividendes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 500 000 euros effectivement de trésorerie et de réserve. La question, c'est de se dire comment on va gérer effectivement en termes de fiscalité la sortie de cette trésorerie, si on doit en sortir une bonne partie. Aujourd'hui, on est en train de lui faire effectivement une étude fiscale, parce qu'il y a plusieurs possibilités. C'est soit de dire, voilà, on attend, puis quand tu vas vendre, tu vas payer, tu auras des dividendes sur lesquels tu vas payer plein pot, effectivement, une partie de charges sociales, d'impôts, prélèvements sociaux, etc. La deuxième possibilité, c'est de se dire, mon gérant, on va faire aujourd'hui, puisque les charges sociales sur les dividendes sont soumis à charges sociales,
et une partie qui est exonérée jusqu'à 10% du capital social. On peut se dire, on va prendre une partie des réserves pour faire une augmentation de capital de ma SARL, et sur les 5 ans, on va distribuer les réserves à hauteur effectivement de 10% de mon capital, et donc exonérer comme ça une partie de mes réserves de charges sociales. La troisième possibilité, c'est de se dire, ma SARL, je la transforme en SAS. Aujourd'hui, quand vous prenez des dividendes et que vous êtes gérant majoritaire de SARL, vous avez les charges sociales auprès du RSI. Quand vous êtes président actionnaire de SAS, aujourd'hui, il n'y a pas de charge sociale sur les dividendes. Donc il y a plusieurs, effectivement, possibilités. J'arrête pas de le dire, mais finalement, chaque cas est particulier, et en fonction de la fiscalité, des sommes à distribuer, etc., d'un prix de vente peut-être espéré à la sortie, là, on fait, nous, une étude fiscale en se disant, on a plusieurs possibilités. Quelle est la meilleure, effectivement, donc, pour le client? J'ai juste au bout, Rodolphe ou Mathieu, donc toutes les SARL sont transformées en SAS? Ça a été une grande mode il y a quelques années, là, depuis 2013, où beaucoup se sont dit, vite, transformons-nous en SAS pour effectivement pouvoir prendre des dividendes. Pas forcément. Pas forcément. Bon, d'une part, il y a les mécanismes de holding, il y a tout ce qu'on peut mettre. Et puis surtout, ce qu'on ne sait pas, parce que le législateur a le don de nous préparer des surprises, depuis l'origine, il a voulu harmoniser le régime des SARL et des SAS en la matière. Par 2 fois, il est repassé par la petite porte, on a dit non, SAS, c'est un autre régime, donc vous ne pourrez pas asseoir les dividendes aux contributions sociales. On n'est pas à l'abri que de nouveau, le texte revienne, il en est question régulièrement. Et il en est question tous les ans, de toute façon. Sachant que la tendance actuelle est quand même à l'harmonisation, puisqu'on amène une fusion du RSI avec l'URSSAF, l'harmonisation des régimes. Donc, qu'en est-il dans 6 mois? Je ne saurais vous dire. Donc, ne pas se hâter. Il est urgent d'attendre, comment on dit? Il est urgent d'attendre. Toujours sur ces histoires de distribution de dividendes pour vider la trésorerie, quand on a une boîte qu'on va vendre à un moment donné, ça veut dire qu'il y a de la trésorerie, ça veut dire qu'il y a des réserves. Donc si effectivement on les transforme en capital, on peut quand même avoir un capital social assez élevé qui permet de distribuer 10% de ce capital sans payer de charges sociales. Je dirais que si on s'y prend suffisamment longtemps à l'avance, on peut en sortir un peu quand même. Oui, bien sûr. Oui. Moi, c'est le cas. Aujourd'hui, on est en train de faire l'étude fiscale là, chez mon client. Se dire, il est à 5-6 ans du départ en retraite. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire l'augmentation de capital, en sortir régulièrement, et puis peut-être au dernier moment basculer en SAS, et puis sortir le reste. Mais basculer en SAS, tout dépendra de la fiscalité qu'il y aura à ce moment-là, quoi. D'autres questions? Il n'y a pas un banquier qui voudrait nous donner sa position sur la trésorerie? Personne ne va se rester. Il n'y a aucun banquier qui va dire si, venez tous chez moi, je finance. De toute façon, il préfère financer que de rendre l'argent à la BCE où il paye des taux d'intérêt négatifs. Pas d'avis. Donc, bon plan de trésor, de reprise, business plan, analyse des BFR, communication des 12 mois, 24 mois des trésoreries de la cible, et comme ça vous calculez le BFR et vous avez l'argumentation pour dire je n'achèterai votre société que si vous enlevez de la trésorerie distribuable le BFR de la société. Vous l'aviez auparavant, on l'a calculé, ça vaut tant et mon banquier qui financera raisonnera comme ça. Ça c'est des mécanismes systématiques sur les plans de reprise. Conclusion. Comme vous, ils m'ont un peu sabré le moral. D'accord, moi, j'ai retenu 2 ou 3 petites choses. Que la flat tax, c'est quand même plutôt un miroir aux alouettes qu'une bonne nouvelle. Que le foncier d'entreprise, 50% des revenus qu'on va en tirer, ils vont aller à l'État après. Quand on sait effectivement qu'in fine, un patrimoine immobilier industriel, il perd vite de sa valeur. Alors, je pense que Félix a raison de rappeler à tous que la trésorerie au bilan
au 31-12, c'est pas la trésorerie disponible tout au long de l'année et qu'effectivement, on a tous un peu besoin de carburant tout au long de l'année pour faire tourner nos boîtes. Hein. Bon, alors, par contre, quelques bonnes nouvelles. Hein, les serial entrepreneurs, ils sont a priori épargnés par cette nouvelle fiscalité. Donc, allez-y, achetez, vendez, hein, tout ira bien. Hein. Et puis, je voulais pas finir non plus sur une note trop pessimiste. Moi, ça fait maintenant quelques années que je dirige une entreprise et il y a quelques belles années. Et en ce moment, on est quand même dans une période où l'activité économique elle est plutôt favorable et en tout cas très favorable à l'intégration d'entreprises. Hein, quand on fait de la croissance externe ou quand on rachète une boîte et que l'activité économique elle est là, que les clients ils sont là, ben c'est déjà une grosse partie du problème qui est résolue. Hein. Alors effectivement, il faut payer l'impôt, effectivement, il faut payer la dette, mais déjà on a nos clients, ils sont là et ils nous tirent vers le haut. Donc ça c'est des bonnes nouvelles du moment. C'est la nouvelle de 2017, j'espère que ça sera la même chose en 2018. Après, je crois que personne n'en sait rien. Mais en tout cas, je pense que, voilà, il y a des très bonnes nouvelles, c'est que l'activité économique est là et qu'elle va nous permettre de payer un peu d'impôts quand on vendra nos boîtes. Voilà, je vous remercie tous, je remercie Félix et les intervenants en votre nom. Je crois qu'Isabelle me voudra, si j'oublie de vous dire, qu'on attend le petit questionnaire, hein, le petit questionnaire de satisfaction ou non de la soirée. Et puis, je crois qu'on enchaîne par, comme d'habitude maintenant, des rendez-vous individuels qui sont organisés par les services d'Isabelle. Si vous en êtes d'accord, et si tu en es d'accord, Benoît, je voudrais remercier le travail qui a été fait depuis 15 jours, 3 semaines, par les 3 intervenants. C'est vraiment, c'est un pari à prendre, mais vous avez de la matière à réfléchir. Merci beaucoup. Tu as raison. Merci à tous. On va pouvoir couper la vidéo. Concrètement, maintenant, je vous demande de prendre quelques minutes, s'il vous plaît, pour remplir effectivement les petits bulletins de satisfaction. C'est la matière aussi pour nous, pour programmer 2018. Si vous avez des questions qui n'ont pas été résolues, surtout